Aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait tenter une nouvelle approche. Alors, une nouvelle approche de quoi? Une nouvelle approche pour expliquer un concept financier ou économique. Ok. Et voilà l'idée, j'ai une super histoire de Wall Street à te raconter, mais c'est un chouïa difficile à comprendre sans avoir un minimum de connaissances. Donc je vais faire 2 épisodes, un premier pour expliquer les principaux concepts, et un deuxième pour parler de cette histoire de dingue. Ok, ça me va. Et on va parler de quoi, juste? On va parler du LBO de RJR Nabisco. Le LB qui de quoi? RJR Nabisco, le plus gros LBO de toute l'histoire. De toute l'histoire. De toute l'histoire. Ok, mais c'est quoi un LBO? Et bien justement, c'est le thème de cette première vidéo. LBO ou Leverage Buyout, ça se traduit par achat avec effet de levier. L'effet de levier, on en a déjà parlé dans l'épisode sur Margin Call, ça veut dire s'endetter pour gagner plus de sous. Donc un LBO, c'est le fait d'acheter un truc en utilisant un peu de ses sous et pas mal de dettes. Genre comme quand on achète un appart? Exactement, sauf que le LBO est utilisé pour acheter des entreprises et pas des apparts. Mais on pourrait comparer ça à un achat immobilier. Imagine, il va falloir une bonne dose d'imagination, que tu sois un investisseur de talent. Oh, j'ai senti comme une petite moquerie là. T'as repéré un immeuble sympa avec 10 apparts qui coûtent 1 million d'euros. Il y a 8 apparts identiques avec une seule chambre et 2 apparts un peu plus stylés. Tu te dis qu'il y a du potentiel, mais pour pouvoir acheter cet immeuble, il va te falloir un apport initial de 150 000 euros. Sauf que toi, t'as pas un rond. Donc il va falloir organiser une levée de fonds. Trouver des gens qui sont OK pour investir dans ton fonds d'investissement spécialisé dans le LBO immobilier. Une fois que tu as rassemblé les 150 000 euros, tu vas pouvoir aller voir une banque pour essayer de la convaincre de te prêter les 850 000 euros dont tu as encore besoin, plus un petit extra pour financer des rénovations. Le tout pour une durée de 5 ans. Une fois ton financement en poche, tu peux enfin acheter l'immeuble et donc félicitations, tu viens de te lancer dans ton premier LBO. Sérieux? C'est la glace. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, il faut trouver un moyen pour gagner de l'argent. Partons du principe que le prêt que tu as obtenu ne t'oblige à rembourser les 900 000 euros qu'au bout de 5 ans. Ça veut dire que pour le moment, tout ce dont tu dois te soucier, c'est le remboursement des intérêts du prêt. Pour rembourser ces intérêts, la meilleure chose à faire, c'est de louer les apparts de ton immeuble. Et voilà ce que ça rapporte. Ah, il y a un souci là, non? Visiblement, j'ai pas assez de sous pour rembourser les intérêts. Exact, ce sont les 2 apparts du haut qui posent problème. Ils sont super luxueux, mais ton analyse montre qu'ils vont être difficiles à louer. Donc t'es pas sûr de pouvoir les exploiter, mieux vaut les vendre. Une partie des revenus va te servir à rembourser les intérêts, le reste, tu le gardes de côté pour le remboursement final. Ouais, bah c'est pas encore gagné là, hein, parce que justement le remboursement final, j'y suis pas. Il te suffira de vendre les 8 apparts qu'il te reste. Étant donné que tu as fait des rénovations, on peut estimer que tu vas pouvoir les revendre un peu plus cher que le prix d'achat. Voilà donc le résultat final de ton investissement, avec 150 000 euros plus de la dette que tu as maintenant complètement remboursée, tu viens de dégager un profit de 144 000 euros, soit un rendement de... Attends, ça je sais le faire, donc 144 divisé par 150, ça fait 96% de rendement. Oh, c'est pas mal. Bon alors en fait c'est pas exactement ça, déjà parce qu'un vrai rendement, ça doit tenir compte de la valeur de l'argent dans le temps. C'est technique, on va pas s'arrêter là-dessus, mais surtout un rendement ça se calcule sur une année. Or ici il t'a fallu 5 ans pour y arriver, donc ton rendement c'est 96 divisé par 5, soit 19,2%. Ça reste un bon rendement. Ouais mais je suis déçu quand même. Par contre les 144 000 euros de profit ne sont pas pour toi, ils sont pour tes investisseurs qui t'ont confié leurs 150 000 euros au début. Oh bah c'est pas hyper juste ça, c'est moi qui fais tout le boulot. Ouais, t'as raison, il faut bien que le gérant du fonds d'investissement prélève une petite commission. Les commissions varient selon les fonds, mais en général, on prend un pourcentage de la somme investie. 1% ici de 150 000 et un pourcentage sur le retour sur investissement, ici 2% des 144 000. Donc tes investisseurs récupèrent leur mise de départ, les 150 000, plus le retour sur investissement, mais moins tes commissions. Ce qui fait que pour eux, le rendement, c'est pas 19%, c'est plutôt 18,6%. Eh, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, je pourrais prendre plus de commissions, non? Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. C'est Gandhi qui a dit ça. Bon, c'est un peu facile, moi aussi je peux t'envoyer de la citation « Greed is good ». C'est Gordon Gekko qui a dit ça. Eh, je pense à un autre truc là. Pourquoi est-ce que je demande pas directement 1 million d'euros à mes investisseurs de départ? Ça m'aurait épargné le paiement des intérêts. Ah, c'est la définition de l'effet de levier, améliorer son rendement grâce à de la dette. Si tu avais acheté l'immeuble sans la dette, tu aurais fait gagner à tes investisseurs, qui étaient paribus, le mec se la pète pas qu'à moitié. 594 000 euros, soit un rendement de 11,3%, donc moins qu'avec le LBO. Ah ouais? Mais comment c'est possible? Bah, ça vient notamment du fait que le rendement sur les loyers est plus important que le taux d'intérêt de la dette. Je te laisse réfléchir à ça, on n'a pas trop le temps de s'attarder là-dessus. On vient de décrire un genre de LBO immobilier, mais en réalité, un LBO, c'est pour acheter une entreprise. Et même s'il existe des entreprises de plein de tailles différentes, ce dont je veux parler ici, c'est du plus gros LBO de toute l'histoire. Ça veut dire que les montants sont beaucoup plus élevés.
Donc pour qu'on soit sur la bonne échelle, je vais multiplier tous mes chiffres par 10 000. La levée de fonds initiale n'est plus de 150 000 euros, mais de 1,5 milliard d'euros, et il faut désormais emprunter 9 milliards. Ah, ça doit changer ma commission aussi, non? Ah carrément, tu touches désormais 44 millions d'euros de commission. Alors faut imaginer que tu es à la tête d'un fonds d'investissement qui emploie des centaines de personnes. Mais ça fait quand même un joli pactole, largement assez pour payer ce type d'appart à New York. Ouais, alors je sais pas si c'est exactement le genre d'appart que j'achèterais perso. Bah t'es trop pauvre pour comprendre. Bref, l'entreprise que tu viens d'acheter est un conglomérat. Ça veut dire que c'est une entreprise géante composée de plusieurs entreprises. Ces entreprises sont plus ou moins indépendantes les unes des autres, ce qui te permet de vendre celles qui sont les moins rentables et d'utiliser les profits générés par les autres pour rembourser la dette. Donc tout pareil que le coût de l'immeuble. Exactement. Le seul truc qui change, c'est qu'emprunter 9 milliards d'euros, c'est pas aussi facile que d'emprunter 900 000 euros. On va devoir rajouter pas mal d'intermédiaires supplémentaires et donc, ça va coûter plus cher. Ah, je comprends pas. Au pire, au lieu d'emprunter auprès d'une seule banque, je vais aller en voir 10. Dans tous les cas, les banques touchent les intérêts du prêt, alors pourquoi est-ce que ça me coûterait plus cher? Ton prêt a été multiplié par 10 000. Ce ne sont pas quelques dizaines de banques qu'il va falloir contacter, mais plutôt quelques centaines. Et partout dans le monde. Il va y avoir des frais de dossier de la mort. En plus, contacter toutes ces banques, négocier les termes, s'assurer de leurs engagements, tout ça c'est du boulot. Tu vas avoir besoin d'engager plusieurs banques d'investissement pour t'aider et te conseiller. Et ça va te coûter cher. J'ai besoin de banques d'investissement pour aller négocier des prêts avec d'autres banques d'investissement? Non, pas vraiment. Tu as besoin de banques d'investissement pour t'aider à contacter des banques commerciales qui te prêteront l'argent. Ok, bon, ça va me coûter combien cette histoire? Si on estime que tu obtiens 80% de ton financement via ce type de prêt, ça devrait te coûter environ 200 millions d'euros. Ah ouais? Et c'est pas fini, on n'a pas parlé de l'émission des obligations. Quoi les obligations? Tu sais, les obligations, c'est la même chose qu'un prêt, sauf qu'au lieu d'aller voir des banques, tu vas aller voir des investisseurs privés. Non mais d'accord, mais pourquoi on a besoin d'obligations en plus des prêts bancaires? Si le LBO est méga costaud, les banques n'arriveront pas à tout financer. Mais même sans parler de ça, les prêts bancaires sont relativement bon marché en termes de taux d'intérêt, mais ils sont contraignants parce que les banques demandent des garanties. Ces garanties peuvent prendre plusieurs formes, mais en gros ça veut dire que les banques auront le droit d'intervenir si elles estiment que l'entreprise n'est pas bien gérée. Pour éviter ce type de désagrément, on peut passer par d'autres formes de dette. J'ai nommé les obligations pourries ou junk bonds. Alors moi comme ça d'instinct, obligations pourries, je le sens pas trop. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt prendre des obligations pas pourries? Des fresh bonds? On dit investment grade. Investment, c'est pas important. C'est le prêteur qui décide du prêt qu'il fournit à l'emprunteur. Comme le LBO est un investissement risqué à cause de la quantité de dette que l'entreprise devra supporter, tu ne pourras obtenir que des obligations pourries. Pas le choix. Ici encore, l'émission de ces obligations nécessite l'expertise et le savoir-faire de plusieurs banques d'investissement qui se feront un plaisir de venir alléger encore un peu ton porte-monnaie. Je veux dire aux alentours de 150 millions d'euros. Il va aussi te falloir des avocats pour rédiger les contrats liés aux prêts bancaires et aux obligations, sans compter le conseil juridique pour l'acquisition de l'entreprise. Bon allez vas-y, balance la facture totale. Alors c'est spécifique à chaque transaction, chaque banque d'investissement et cabinet d'avocats va essayer de négocier ses commissions, mais pour te donner un ordre de grandeur, disons que ça devrait représenter autour de 4% du montant total du deal, soit 420 millions d'euros. La vache! Je suis toujours rentable après ça? Ah oui, mais ta rentabilité passe de 19% à 13%. Oh bon, ça passe, on va faire avec. Petit récapitulatif. Le LBO, c'est une technique de rachat d'entreprise qui utilise la dette pour créer un effet de levier, c'est-à-dire améliorer le rendement de l'investissement. L'idée, c'est d'utiliser les profits de l'entreprise pour rembourser un maximum de dettes. Pour le reste, c'est la revente des différentes parties de l'entreprise qui finira de la payer et qui, au final, générera des bénéfices. Enfin, il y a une dernière chose à mentionner. Quand il s'agissait d'acheter un immeuble, on avait emprunté un petit peu plus que nécessaire pour pouvoir faire des rénovations. Ça permet de rendre les apparts plus sympas et donc d'augmenter les loyers. Dans le cas d'une entreprise, on ne va en général pas chercher à investir quoi que ce soit. La montagne de dettes qui repose sur les épaules de l'entreprise et qui doit être remboursée sur une fenêtre de temps relativement courte empêche toute dépense d'investissement sur le long terme. On cherche la rentabilité sur le court terme et donc on cherche à minimiser les coûts. Ça veut dire pas de nouvelles usines, pas de nouveaux produits, pas de nouveaux ordis, pas de hausse de salaire et même... Des licenciements? Pas toujours non plus, mais c'est vrai que pour les salariés d'une entreprise, l'annonce d'un LBO, c'est pas la meilleure news de l'année. Souvent ça dépend du financement. Plus il y a de la dette, plus l'entreprise devra se serrer la ceinture. Mais ça dépend aussi de la personne qui est à la tête du LBO. Certains financiers sont réputés pour investir sur le long terme, comme Warren Buffett, d'autres, comme Carl Icahn, ont une vision beaucoup plus, disons, court-termiste. Et c'est pas possible de se protéger contre les LBO? Mettons que je suis un chef d'entreprise et que j'ai un Carl Icahn qui veut me piquer ma boîte. Je peux faire quoi? Alors par contre là, il faut pas faire de confusion entre le chef d'entreprise et le propriétaire de l'entreprise. Plaît-il? Laisse-moi te parler 2 secondes de la structure des sociétés. Je simplifie énormément, mais en gros, il y a 3 groupes importants. Ceux qui possèdent l'entreprise, les actionnaires. Comme ils sont très nombreux, ils élisent des représentants qui forment le conseil d'administration, ce qui permet de rendre les décisions plus faciles à prendre. Ensuite, il y a ceux qui dirigent l'entreprise, les directeurs, on dit aussi le management, qui sont nommés par le conseil d'administration. Et enfin, il y a ceux qui font tourner l'entreprise, les employés.
Pour répondre à ta question, si un Carl Icahn voulait s'approprier une entreprise, il devrait se tourner vers les propriétaires, autrement dit le conseil d'administration, pas le PDG. Si les actionnaires sont OK pour vendre, alors il n'y a pas grand chose à faire, à part essayer de les convaincre de ne pas vendre leurs actions, ou de les vendre à quelqu'un d'autre. Il y aurait plein de choses à dire sur les rachats d'entreprises et les différentes stratégies qui existent, mais c'est pas vraiment le sujet. Nous, on va se concentrer sur le LBO. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, on va pouvoir passer à mon histoire de Wall Street. Alors, je récapitule tout rapidement. Un LBO, c'est une technique d'achat d'entreprise. Les acheteurs sont en général des gérants de fonds d'investissement spécialisés. Pour acheter ces entreprises, ils utilisent leur capital, qui leur a été confié par leurs investisseurs, et de la dette pour profiter de l'effet de levier. La complexité de ces deals vient souvent de la structure de la dette à cause des montants très élevés qu'il faut obtenir. Ça va nécessiter de faire appel à plusieurs banques d'investissement ainsi qu'à une armée d'avocats, qui n'oublieront pas de prendre une jolie commission au passage. Je précise qu'on a à peine effleuré la surface de la complexité que peut atteindre le financement d'un LBO. On n'a pas parlé de bridge loan, de mezzanine debt, de convertible bond et de preferred stock. Mais en général, on retrouve toujours deux choses. Des prêts obtenus auprès de différentes banques commerciales et des obligations pourries à haut rendement. Une fois l'entreprise achetée, tout sera mis en œuvre pour assurer le remboursement de la dette, en utilisant les profits de l'entreprise qu'on va chercher à maximiser via des réductions de coûts, la vente de certains morceaux de l'entreprise qu'on estime peu rentables, et finalement la vente de tout ce qui reste de la boîte. Voilà, c'est tout pour cette première partie, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous mets le lien de la suite juste ici. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À tout de suite.